Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre série Journée de la vie. Nous allons remonter dans le temps et examiner la vie d'un moine médiéval qui, il s'est avéré, est devenu un magicien, un hors-la-loi, un mercenaire, un pirate et a même eu un bref passage en tant qu'amiral de la flotte française. Maintenant, moine à part, avant de nous plonger dans cette vidéo, j'aimerais parler un peu des virus. Les virus faisaient des ravages à l'époque médiévale, et l'époque moderne a ses propres virus. Le sorcier Eustache est né vers 1170 près de Boulogne dans le nord de la France. Son père était un noble mineur nommé Baudouin Busquet et un seigneur du comté de Boulogne. On pense qu'Eustache a suivi le parcours habituel de formation militaire pour la chevalerie, comme on l'attendait du fils d'un noble. À un certain moment, cependant, il a voyagé à Tolède et en Espagne, à cette époque, l'Espagne était célèbre pour ses écoles de magie, et Tolède en particulier avait l'école la plus ancienne et la plus célèbre, sans compter Poudlard, pour l'étude des sciences occultes. Eustache a appris la nécromancie et les arts sombres une fois sur place. Après ses voyages et ses expérimentations, Eustache a fait un changement de carrière bizarre et a rejoint le clergé. La vie était stricte dans un monastère. Oui, il y avait la certitude de savoir qu'il y aurait toujours un toit au-dessus de sa tête et un approvisionnement régulier de nourriture, mais il fallait faire des sacrifices pour ses privilèges. Comme vivre simplement avec à peine des possessions, assister à des prières et des services à tous les moments du jour et de la nuit, peut-être prendre un vœu de silence ou s'exposer à toutes sortes de maladies désagréables en soignant les malades. Pour un moine bénédictin, la journée commençait tôt, avant l'aube, quelque part entre 4 et 7 heures du matin, selon l'ordre monastique en question et la période de l'année, la routine étant dictée par la lumière disponible. Après s'être réveillé et avoir cherché une cruche d'eau pour se laver et se raser, un moine se rendrait à travers le cloître à l'église pour leur premier service de la journée. Vers 6h30 du matin, le petit déjeuner serait servi et il était strictement interdit de parler pendant le repas. C'était généralement suivi de lecture et prière. À 9h, un second service de grande messe serait tenu avant le début du travail où les moines se consacreraient à l'agriculture, à la production de manuscrits ou à leurs patients. À midi, un service religieux précédait le repas principal de légumes et poissons, la viande étant pour les malades. Ensuite, vous l'avez deviné, d'autres lectures ou prières. Ce mélange de travail et de prière alternerait toute la journée, jusqu'à ce qu'à 9h du soir, les moines aient leur 6e service religieux suivi d'un sommeil bien mérité, pour être réveillés à minuit pour un autre service connu sous le nom de matine. À 1h du matin, ils étaient de retour au lit pour quelques heures seulement avant de se lever à l'aube et de tout recommencer. Manger, dormir, prier, répéter. Les habits de moine visaient à couvrir le maximum de peau. Des sous-vêtements en lin se portaient sous une tunique en laine attachée à la taille par une ceinture. Ils portaient une coule monastique avec capuche. Conçus pour la praticité plutôt que pour la mode, les vêtements étaient fabriqués à partir des matériaux les moins chers et donc les plus grossiers. Leur tête s'était tonsurée, rasée sur le dessus avec une bande de cheveux au-dessus des oreilles. Les possessions étaient réduites au minimum. Peut-être qu'un simple peigne et un canif étaient autorisés. Ce n'était guère une existence glamour. Farter, pas plus rapide. C'est à ce mode de vie que Eustache a décidé de se tourner lorsqu'il est arrivé à Séma-Avis à Calais. Cela semble un choix étrange pour un homme qui s'adonnait à l'art noir de se consacrer à Dieu. Mais peut-être avait-il vu la lumière et voulait renoncer à ses mauvaises manières. Ou peut-être était-ce parce qu'il était un fils cadet et peu susceptible d'hériter des terres de son père. Faire partie du clergé était un choix de carrière respecté, et il y avait une chance de véritable pouvoir si un homme pouvait atteindre le sommet. Mais il s'est avéré que les règles et les régulations n'étaient pas du tout le truc d'Eustache. Il semblait que vivre simplement, prier, lire la Bible et être généralement bon était un peu trop difficile pour Eustache à supporter, et il a rapidement commencé à commettre de nombreux actes diaboliques. Sa liste de transgressions comprenait le jeu, le vol et l'encouragement de ses confrères moines à manger alors qu'ils étaient censés jeûner. Il les a aussi incités à la désobéissance, à jurer pendant les prières et à péter dans le cloître. Son abbé le décrivait comme un démon. Sans surprise, Eustache a quitté ses ordres bénédictins, probablement avant d'être expulsé, et est entré au service du puissant Renaud de Demartin, le comte de Boulogne. Hors la loi.
Là, en 1203, son intelligence et ses capacités militaires ont été reconnues lorsque Eustace est devenu un officier administratif et un bailli. Fidèle à lui-même, il a fini par avoir des ennuis, accusé de malversation financière. Eustace a fui, le comte a confisqué ses biens et terres. Eustace s'est déclaré hors la loi, se cachant dans les forêts de Boulogne. De là, il a pris sa revanche en incendiant 2 des nouveaux moulins du comte. Une biographie romantique a été écrite sur le grossier Eustace, quelque part au XIIIe siècle, par un poète inconnu de Picardie. Le récit raconte les escapades du hors-la-loi à cette époque, comment il s'infiltrait dans la forêt pour effectuer des raids et humilier le comte encore et encore. Une fois, il s'est déguisé en mendiant unijambiste en attachant une de ses jambes. La ruse a fonctionné et le comte a donné à Eustace de l'argent de charité. Il a vite sauté sur le cheval du comte et s'est enfui, béquille pendante. Puis, déguisé en femme, il a trompé l'un des chevaliers du comte en lui offrant des faveurs sexuelles et en le séduisant en lui promettant de lui apprendre, je cite, « comment utiliser son derrière ». Le chevalier était ravi de la suggestion, mais en s'approchant de son nouvel amour par derrière, Eustace a juste levé la jambe et pété. La rencontre s'est conclue avec Eustace volant le cheval du chevalier, laissant supposer qu'Eustace avait un penchant pour lâcher des vents. On pense que ces attaques vengeresses sur le comte et ses hommes depuis la forêt ont été une inspiration pour la légende de Robin des Bois. Mais il y avait un côté plus méchant et impitoyable à Eustace, qui peut être vu lorsqu'il a attrapé 5 des hommes d'armes du comte. Il a amputé les pieds de 4 hommes et laissé le 5e aller informer le comte de ce qu'il a vu. Pire, un jeune garçon surpris en train d'espionner a été contraint par Eustace à se pendre pour son offense. Ils ne sont pas seulement là pour vraiment agacer le comte de Boulogne, mais aussi pour énerver le roi français Philippe II. Quelque part, entre 1204 et 1205, Eustace a commencé à travailler pour le roi Jean d'Angleterre. Pirate. Le roi Jean se battait pour conserver ses terres en Normandie, et ne manquant jamais une opportunité commerciale lucrative, Eustace s'est allié avec les Anglais. Jean a vu le potentiel chez l'ancien moine et lui a donné le commandement de 30 galères. Eustace et ses frères ont établi une base de pirates aux îles de la Manche pour attaquer la côte française. En utilisant son réseau de mercenaires, il a également pillé des navires de toutes les nations qui naviguaient dans les eaux de la Manche et du détroit de Douvres. Se rendant indispensable au roi Jean, il a été récompensé par un grand palais à Londres et des terres dans le Norfolk. Sa fille a été acceptée parmi la noblesse anglaise, et Eustace était si bien considéré que Jean l'a même pardonné quand, incapable de contrôler son habitude de semer le chaos, il a également pillé quelques villages le long de la côte anglaise. Mais en 1212, quelque chose s'est passé qui a poussé Eustace à changer de loyauté envers le roi de France. Des récits impliquent son vieil ami, le comte de Boulogne, qui aurait fait alliance avec les Anglais et influencé négativement le roi Jean contre le pirate. Une autre histoire dit qu'Eustace devait 20 marques au roi Jean, qui a alors pris en otage la femme et la fille d'Eustace, mutilé et tué sa fille et saisi ses terres lorsque la tactique a échoué. Eustace a quitté l'Angleterre pour servir le roi Philippe II de France, supposément avec 5 galères. Les Français ont envoyé leur flotte du sud pour combattre les pirates grandissants dans les îles de la Manche. Plusieurs ont été capturés, dont des frères de Eustace. L'amiral King Philip avait pris la Normandie aux Anglais en 1204, et en 1215, la guerre civile faisait rage en Angleterre avec de nombreux barons se rebellant contre le roi John. Philippe de France était enchanté d'avoir Eustace à ses côtés. Après tout, l'homme avait une grande connaissance de la Manche et connaissait les capacités de l'armée anglaise. En nommant Eustace amiral de la Manche, Philippe le louait pour son courage, son audace et sa ruse. Le prince Louis, fils de Philippe, a été sollicité par les barons rebelles anglais pour devenir roi. L'énorme force d'invasion comprenait 680 navires, avec 1200 chevaliers, fantassins, chevaux et fournitures. Eustace était en charge de la flotte française à Dame, le rendant responsable de 2 des plus grandes forces navales que l'Europe du Nord ait vues depuis la 3e croisade. Louis a conquis près de la moitié de l'Angleterre pendant le siège de 1 an et demi. Le roi John est décédé en octobre 1216, le couronnement de son fils, Henri, 9 ans. 3e a provoqué un élan de patriotisme en Angleterre, et les Français ont commencé à perdre du terrain. Avec le prince Louis bloqué à Rhe, une flotte française a été sollicitée pour lever le blocus. Dans un raid audacieux, seul un navire a réussi à passer et à sauver le prince, celui commandé par l'amiral Eustace.
Légende, mais c'est la bataille de Sandwich qui s'est avérée être le némésis d'Eustace. Louis est retourné en Angleterre pour lutter, mais a été vaincu au château de Lincoln en 1217. Encore une fois, Eustace est venu à la rescousse avec une flotte d'environ 80 navires présumés assez grands pour conquérir le royaume. L'armada anglaise de 40 navires a croisé les Français près de Sandwich, Kent. Les Français auraient dû facilement gagner, mais les Anglais ont bloqué leur accès aux navires en couvrant les ponts de chaux en poudre. Alors que le vent se levait, la chaux a soufflé dans le visage des Français, les aveuglant. Alors que le navire d'Eustache était envahi, tous les soldats français à bord ont été massacrés, tandis que les chevaliers étaient gardés en vie pour la rançon. On estime qu'en tout ce jour-là, environ 4000 Français ont été tués, et encore plus se sont noyés, sautant par-dessus les côtés de leur navire. Détesté pour ses doubles jeux, Eustache s'est caché dans la cale du navire, mais a été découvert. Il a offert une énorme somme d'argent en rançon, certains disent jusqu'à 10 000 marks, mais tout ce qu'on lui a donné, c'est le choix du lieu d'exécution, soit le côté du trébuchet, soit la rambarde du navire. On ignore son choix, mais il a été décapité sur le pont. Sa tête a été emmenée à Canterbury, où elle a été plantée sur une pique et défilée à travers l'Europe pour prouver que le tristement célèbre Eustache était vraiment mort. La simple mention de son nom suffisait à faire trembler n'importe quel marin, car Eustace est devenu, sans doute, l'un des plus grands commandants navals de l'époque médiévale. Eustache le moine noir a tué et trahi pour entrer dans les livres d'histoire comme l'un des hommes les plus impies qui aient jamais vécu.